Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et des réformes. Des partis d'opposition s'opposent à l'idée d'une révision constitutionnelle. Et c'est l'actualité, la première actualité au Togo ces derniers temps au plan politique. Plusieurs partis d'opposition, des organisations de la société civile, des leaders d'opinion, plusieurs personnes en tout cas, se sont prononcées sur cette proposition de révision constitutionnelle. Le projet est sur la table des députés, elle est étudiée en commission avant que, là on pourrait peut-être apporter certaines modifications avant que le travail ne vienne s'il le faut en plénière et on en saura plus, mais déjà des réactions dans la foulée puisqu'il y a une idée de révision constitutionnelle et donc cela suscite beaucoup de réactions. Nous allons en parler avec nos invités Germain Pouli, Louis Kamako et l'honorable député Beau-Soleil Obekou, avec qui d'ailleurs j'ai envie de commencer ce sujet. Honorable, vous en tant que député, vous avez reçu quand même cette proposition de révision ou de modification constitutionnelle qui suscite beaucoup de débats dans l'opinion au Togo. Oui, au fait, oui, comme vous le dites, j'ai reçu cette proposition et vous savez que pour faire les lois pour un pays, il y a deux voies. Il y a le projet de loi qui émane du gouvernement et il y a aussi les propositions de loi qui émanent des députés à l'Assemblée nationale. Et notre loi est claire lorsqu'il y a, ou le règlement de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a un cinquième de députés qui propose des lois ou bien qui font une proposition de loi, cette proposition passe et on peut quand même l'étudier. Et lorsqu'il y a un projet ou une proposition de loi et qui vient sur la table du président de l'Assemblée nationale, et cette proposition, ce projet de loi est affecté à la commission des lois. Et conformément au règlement de l'Assemblée nationale, la commission des lois étudie cette proposition, ce projet de loi. Dans le cas d'espèce, c'est la proposition de loi. Donc, vous savez, la commission des lois est composée de 9 membres, comme les autres commissions, et il y a certaines commissions qui sont composées de 10 membres. Et je crois que, et maintenant, selon le règlement, tous les députés qui le désirent, mais qui ne font pas partie de cette commission, mais qui désirent participer au débat ou à l'étude en commission, peuvent le faire. C'est ce qui a fait que moi, comme plusieurs députés, j'ai participé à l'étude de cette loi-là, et il appartient à la commission, mais les autres députés qui ne font pas partie de la commission peuvent participer à l'étude de cette loi, mais ne peuvent pas voter. Donc, pour le vote, l'adoption de cette proposition revient aux membres de la commission. Donc, c'est pour ça que je peux vous dire que j'ai cette proposition-là. J'ai participé à l'étude et au débat au niveau de l'étude de cette proposition. Seulement que je ne peux rien dire concernant à l'heure actuelle concernant ce qui est le contenu même de cette proposition-là, parce que c'est la loi qui le dit. L'étude en commission est confidentielle. L'étude en commission est confidentielle, c'est pour cela que ça se déroule, les travaux en commission se déroulent à huis clos. À huis clos, oui. Donc, et c'est ce qui fait qu'on ne pourra pas avoir de détails sur le contenu pas pour le moment. Parce que la loi ne m'autorise pas et m'interdit même interdit à tout député d'en parler. Et c'est à la plénière, lorsque la loi, la proposition est votée par la commission des lois et que ça passe au niveau des plénières, que tout le monde, les députés, le public peuvent avoir le contenu. Maintenant, je ne peux pas en parler, mais par rapport, comme vous venez de le dire, il y a des discussions, donc, des analyses qui sont faites, et il nous appartient en tant qu'analyste de parler de
de la sortie des uns et des autres, de ce que pensent, parce que c'est un débat. Alors, laissez-moi vous poser justement dans ce cadre une autre question. Le projet n'est pas encore divulgué officiellement. La proposition plutôt oui. n'est pas encore divulguée. Ça veut dire qu'on n'est pas censé en connaître le contenu, mais les commentaires vont bon train. Est-ce que d'abord, fondamentalement, est-on en droit de s'inquiéter qu'il y ait une modification constitutionnelle? Parce que c'est de ça que nous parlons dans cette émission. L'idée d'une révision constitutionnelle déjà crispe l'atmosphère politique au Togo. Il y a plein de gens qui font plusieurs commentaires négatifs sur l'idée même déjà qu'il y ait une proposition qui pourra modifier cette constitution. Est-ce qu'il y a des raisons qu'on ait peur de quelque chose? Oui, c'est clair parce que même en décembre, lors de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023, la présidente de l'Assemblée nationale l'a annoncé. Elle a annoncé qu'il y a une proposition de révision de la Constitution qui est arrivée sur sa table, qui est déposée sur sa table. Là, c'est clair que cette proposition-là concerne la Constitution, la révision de la Constitution. Donc, tous les Togolais, parce qu'elle a dit, on était en séance et c'est public, donc tout le Togo le sait qu'il y a une proposition en cours. Donc cette proposition-là a fait son chemin. Maintenant, l'étape, c'est arrivé au niveau de l'étape de l'étude en commission. Donc, au fait, les commentaires qui sont faits, moi, je me dis que en écoutant, en lisant certains commentaires, il y a la remarque, c'est que beaucoup de choses qui sont dites ne sont pas en réalité ce qui se fait, ou bien ne reflètent pas les propositions que les députés, le groupe de députés a fait. Maintenant, ma question, oui. Est-ce que fondamentalement, il y a des raisons que les gens s'inquiètent qu'il y ait une modification constitutionnelle à cette étape? Moi, je ne trouve pas de raison pour que les gens s'inquiètent, parce que d'abord, l'inquiétude devait être du fait que si cette proposition ou une révision constitutionnelle est légale ou pas. Oui, justement. Donc je dis que, justement. Voilà. Parce qu'on suppose que vous, députés, vous devriez normalement rendre l'établi fin d'année 2023 ou début 2024. On sait qu'on n'a pas eu les élections législatives à temps. Elles sont programmées pour le 20 avril. Donc, vous êtes toujours en place. Il y a certains qui estiment que vous n'êtes pas fondamentalement habilités à voter des lois de cette nature-là, vu que normalement, vous devriez normalement rendre l'établi si on avait fait les élections à temps. Non, au fait, si on avait fait les élections en temps, oui. On devait rendre le tablier. Oui. Et si on n'avait pas fait les élections, on n'a pas fait les élections. Il y a certains qui estiment que vous devez juste assurer les affaires courantes. Non, au fait, pourquoi estimer alors que la loi est claire, la loi est là? Dans une république, on n'estime pas des choses, on se base sur la loi pour parler, pour évoquer des choses, pour analyser des situations. La loi est claire, l'article 52 de notre Constitution, elle le dit clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le dernier qui pose toujours interprétation. Non, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas à interpréter ce article. Il y en a plein qui estiment que vous êtes là pour des affaires courantes, même si ce n'est pas dit comme ça. Rien n'est à nulle part. La Constitution dit que les députés en fin de mandat restent pour les affaires courantes. Et la Constitution est claire. Le dernier alinéa de l'article 52 dit les députés sortants restent en fonction jusqu'à l'élection de leur successeur, jusqu'à la prise de fonction de leur successeur. On dit les députés restent en fonction. Et la fonction des députés, c'est quoi? C'est de voter les lois. Et vous voyez que vous avez souvenance que le 5 mars passé, il y a eu quand même la rentrée, l'ouverture de la session ordinaire, de la première session ordinaire de l'année 2024. Ça veut dire que le travail de l'Assemblée nationale continue. Le travail continue et les députés continuent leur travail. Les élections ont été annoncées, c'est pour le 20 avril prochain, mais les députés, ils ne peuvent pas avoir une rupture de travail au niveau de cette grande institution qu'est l'Assemblée nationale. Donc, l'article 52 donne les prérogatives, confirme ces prérogatives-là aux députés actuels de continuer le travail. Et la proposition de loi est légale.
Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. La proposition de loi est légale. Bon, je comprends bien, il y a des spéculations, il y a des gens qui font des interprétations de gauche à droite. Là, ça n'engage que ces gens-là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que cette révision constitutionnelle ou bien cette proposition de loi de réforme constitutionnelle est légale ou pas? Et je dis que c'est bien légal et que les députés sont dans leur rôle et ils sont dans leur mission que leur a confié le peuple togolais et la constitution togolaise. Merci beaucoup à vous, honorable. Alors, Germain, vous êtes journaliste, vous savez que déjà l'annonce de cette proposition de loi a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion, même dans la presse, de la part de certains journalistes, de la part des leaders politiques, de la part des organisations de la société civile. Fondamentalement, a-t-on des raisons de craindre qu'il y ait une modification constitutionnelle à l'Assemblée nationale à cette étape? Non, je ne pense pas, parce que vous savez que les députés dernièrement ont porté le nombre de députés au Togo de 91 à 113. Certains se demandaient, mais est-ce que c'était nécessaire de députés qui partent? Est-ce qu'il faut augmenter? Mais il y avait eu un débat politique et l'Assemblée est passée au vote de cette loi, et qui est quand même une décision assez importante au Togo. Et après, il y a la deuxième étape de la décentralisation en cours au Togo, avec les élections régionales qui nous permettront d'avoir un Sénat dans les prochains mois, ce qu'il n'y avait pas dans notre pays. Alors, le contexte politique est en mutation, et moi je ne suis pas surpris qu'il y ait une proposition dans ce sens-là. Surtout qu'il y a 5 ans aussi, il y avait une modification qui est passée même inaperçue. Une modification de 2019. Oui, on n'a pas entendu beaucoup parler, mais les députés l'avaient fait, ont touché à la Constitution. Sauf que là, il n'était pas en fin de mandat, il n'était pas aussi dans une situation comme... oui, voilà, justement. On pourrait même dire que ce n'était pas une priorité. Mais sauf que cette fois-ci, quand même, ce qui est frappant, c'est qu'il s'agit d'une réforme majeure. On est en train de quitter un autre... En tout cas, selon les informations, on doit quitter un régime pour un autre. Voilà, un régime présidentiel ou semi-présidentiel pour passer directement à un régime parlementaire. Donc, c'est une réforme en profondeur. Selon les informations que nous avons, c'est que cette idée même a fait un tour au CPC bien avant que les députés qui en sont les initiateurs la portent à l'Assemblée. Donc il y a eu quand même, l'idée a germé dans un cadre de débat national avant que les députés ne prennent sur eux. Et on a vu, je suivais votre chaîne la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait un député qui n'était même pas de la majorité présidentiel, qui faisait partie aussi de ceux-là qui soutenaient un peu cette réforme-là. C'est dire que quelque chose d'important est en train de se passer maintenant pour l'opposition. On comprend que déjà, pour une opposition largement qui avait boycotté les élections et qui se retrouve absente au moment où on prend de grandes décisions, c'est normal que certains qui espèrent arriver après le scrutin d'avril se disent, mais pourquoi vous ne voulez pas attendre que nous on vienne, peut-être siéger avec vous, on pourra faire la chose. Et c'est aussi l'argument qu'on donne aussi, c'est cette focalisation là sur le président de la République. On pense qu'il veut changer de République pour remettre les compteurs à zéro. A-t-on des raisons aussi de penser cela? Oui, non, je pense que si c'était le cas, on n'allait pas passer un régime parlementaire. On pouvait bel et bien rester dans le même régime et changer la Constitution, vu que le président a une majorité confortable donc, au sein de l'Assemblée. Donc je voudrais quand même qu'on essaie de voir cette proposition. C'est vrai qu'on n'a pas tous les détails, on n'a que les grandes lignes, et il faudrait qu'on nous explique vraiment le contenu de cette
proposition-là qui peut être révolutionnaire, qui peut apporter quelque chose au Togo, mais il faut peut-être que les députés fassent l'effort de mieux communiquer sur le contenu et les fondements donc, de cette réforme-là. Mais après, le débat autour de la légalité ou de la légitimité de l'Assemblée des députés sortants à le faire, moi je crois que ce débat ne doit pas avoir lieu. Quand ce débat a porté le nombre de députés à 113, ce qui était une revendication de l'opposition, on n'a pas crié, on n'a pas dit mais vous n'êtes pas légitime pour augmenter, mais c'est parce que la demande venait de l'opposition. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Nous écartons du contenu de cette réforme-là. Et c'est là-dessus qu'on devrait pouvoir convaincre les Togolais sur ce que ça peut apporter de nouveau. Est-ce que, comme le disent les initiateurs, est-ce que ça permet un meilleur partage du pouvoir? Est-ce que ça permet de donner plus d'efficacité à l'action gouvernementale parce qu'elle serait mieux contrôlée par les députés qui sont les élus du peuple? Et expliquer ce que devient le président de la République à côté d'un président du Conseil, comme ça se fait dans des pays comme l'Italie, des pays comme Israël, des pays comme la Grande-Bretagne et un certain nombre de pays qui adoptent ce régime parlementaire. Donc moi je crois que c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire pour que les Togolais comprennent. Mais après, quand on suit uniquement le raisonnement de l'opposition, on pense que c'est une réforme qui est faite uniquement pour remettre le compteur à zéro et permettre à quelqu'un, à un individu. Donc c'est un peu ça aussi le problème des lois dans nos pays. Depuis 1992, vous vous rappelez, cette tranche avait été taillée, certains le diront, sur mesure, où on avait injecté certaines dispositions pour viser certains citoyens. Je crois qu'il faut aller au-delà et présenter cette réforme-là pour que les citoyens comprennent un peu mieux quels sont les réels avantages, qu'est-ce que le pays gagne en termes de progression, en termes de développement, en termes de vie démocratique. Quelles sont les limites de ce qu'on faisait, quels seront les nouveaux acquis démocratiques et sur la gouvernance de ce qui est en train, ce qui est proposé par ce groupe de députés. Merci beaucoup à vous, Germain. Alors, Louis Kamako, vous êtes également journaliste, vous avez vu toutes les discussions qui sont nées, les réactions que cette proposition de révision de la Constitution a provoqué dans l'opinion. Quelle est votre réaction par rapport au sujet? Et pensez-vous d'abord que les Togolais ont des raisons de s'inquiéter, qu'il y ait déjà une idée de modification ou de révision constitutionnelle, que cela inquiète les Togolais? Et que pensez-vous de la légitimité des députés? Parce que la question revient, même si on pense que c'est tranché et qu'on pourra avancer, 2 jours après, ça revient. On estime que les députés ne sont toujours pas légitimes à voter de telles choses. C'est plusieurs questions à la fois que tu me poses. Ah oui, bien sûr, vous aurez le temps d'y répondre. Ah bon, on va reprendre un à un. Que dit d'abord est-ce que les Togolais ont des raisons de s'inquiéter? Bon, est-ce qu'ils ont le droit de s'inquiéter? Oui, ils ont le droit de s'inquiéter. Et qu'est-ce qui justifie cela, selon vous? Parce que le projet, c'est quoi aujourd'hui? On parle de projet de révision de la Constitution. Hein. Ça veut dire que on va aller dans une autre république. Ça, c'est un sujet tellement sensible. Et quand vous voyez aujourd'hui tous les remous qui se font, toutes les réactions qui se font ici et là, ça prouve à suffisance que les Togolais sont aujourd'hui prêts à défendre leur constitution. Et ça, c'est de bonne guerre. Maintenant, le contenu, c'est vrai que M. Obekou disait tout à l'heure qu'il ne lui est pas permis en fait de nous parler du contenu, mais malheureusement, nous sommes à l'ère du numérique. Et tout se finit par se savoir si facilement. Donc le contenu, on l'a eu. On l'a eu également de par le gouvernement qui à un moment donné a jugé bon de faire de la pédagogie, a jugé bon de communiquer. Parce que on a vu que des éléments de langage ont été distribués ici et là pour permettre à certains journalistes en fait d'expliquer en fait ce pourquoi les députés ont fait cette proposition de loi. Et c'est dans cet élément de langage là qu'on a compris que on est en train d'aller d'aller à un régime parlementaire. Ça veut dire que le président, celui qui sera là, sera élu pour 7 ans, on parle de septennat, renouvelable une seule fois,
Et donc, si cette proposition de loi-là parvenait à être adoptée, ça veut dire simplement qu'en 2025, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Parce que quand on parle de régime parlementaire, ça veut dire que le président, on parlera du président du conseil, qui sera élu par des députés à l'Assemblée nationale. Comprenons les choses de façon aussi simple comme ça. Et ça veut dire qu'on remettra le compteur à 0. Et donc, quand on voit... Et c'est ce qui fait la crainte. C'est ce qui fait la crainte, parce que quand vous voyez la facilité avec laquelle les lois sont votées actuellement, en fait, à l'Assemblée nationale, nous sommes à la sixième législature. Oui. Si vous voyez la facilité avec laquelle les lois sont votées, donc tout le monde se dit qu'il suffisait juste que ce loi-là soit passé en plénière pour que ça soit voté. Alors que c'est un texte aussi sensible. On parle de la modification constitutionnelle. C'est pour ça, quand vous posez la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que la première modification n'a pas suscité autant d'émoi? C'est justement parce que la révision constitutionnelle ou bien les réformes constitutionnelles faisaient partie des revendications phares de l'opposition à l'époque, qui demandaient que la constitution soit modifiée et pour que le mandat présidentiel soit limité. Alors c'est parce que quand l'opposition demande, ça passe. Et quand les députés de la majorité proposent, on critique. C'était pour moi une revendication légitime. Okay. La limitation. Je préfère plutôt qu'on parle de légitimité que de parler de partis politiques. Non. Parce que là, ça risque de ne pas équilibrer les débats. Après tout, ce sont les partis politiques qui portent la revendication. Et quand la revendication elle est légitime, tâchez qu'on le dit tout simplement. Okay. Maintenant, quand on parle de la légalité ou bien de l'égalité des députés qui font cette proposition de loi, ou bien qui sont sur le point de l'adopter, moi je ne suis pas... C'est d'abord en commission, ils ne sont pas encore sur le point de l'adopter. Mais allez-y, on vous comprend. C'est un processus en fait. Le député l'a décrit tout à l'heure. Après les travaux en commission, ils vont étudier et puis bon, la loi viendra en fait en plénière et ils vont débattre, ils vont voter. Maintenant, pour ce qui concerne l'égalité, c'est pas où l'illégalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se base sur l'article 52, dernier alinéa. Pour se justifier. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, mais j'ai eu dit que cet article-là vise justement à répondre aux urgences. Ou bien cet article est valable dans le cas où l'État est dans l'impossibilité d'organiser des élections. Ça veut dire que les députés actuels assurent, entre guillemets, l'intérim. Ils assurent les affaires... Leur propre intérim ou bien les affaires courantes. Les affaires courantes, en fait. Vous comprenez comme ça qu'ils peuvent assurer leurs propres intérims. Ça veut dire qu'ils assurent les affaires courantes. Si vous assurez les affaires courantes, ça veut dire qu'il y a certaines décisions que vous ne pouvez pas prendre. Alors, sur quelle base on dit qu'ils assurent les affaires courantes? Parce que là aussi, ce n'est pas écrit comme ça. Oui, c'est là où ça devient... Puis finalement, chacun l'interprète à sa façon et on ne finit jamais ce débat. Malheureusement, nous sommes en droit. Mais je pense que dans ce cas de figure, le bon sens devait prévaloir. Et c'est pour ça que je dis que je suis tenté de donner raison à ce constitutionnaliste-là qui pense que l'article 54 a été écrit justement... L'article 52 a écrit justement pour répondre aux jugeances en fait. Et justement pour permettre à l'État que l'article 52 est valable au cas où l'État est dans l'impossibilité d'organiser les élections. Nous sommes à quelques jours des élections. Et donc, pour ne pas justement créer un chaos social, je trouve que cette loi-là ne doit pas être votée par les députés actuels. Parce que, je le dis, je ne le dis jamais assez, c'est la révision constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est à peu près la Bible, en fait, notre texte fondamental. C'est tellement sensible qu'on ne peut pas le toucher. Donc, c'est pourtant, on l'a touché à plusieurs reprises depuis 92. On l'a touché à plusieurs reprises, je l'ai dit tout à l'heure. Et parce que la modification qui a été faite répondait d'une manière ou d'une autre à l'aspiration de toute une classe politique en fait. Donc aujourd'hui, quand vous voyez toutes les sorties qui sont faites ici et là, des gens parlent de braquage constitutionnel, des gens parlent d'une constitution qui va être taillée sur mesure pour maintenir quelqu'un au pouvoir. Des gens disent que c'est une constitution ou bien c'est un projet de loi qui va retarder encore le pays. Donc, comprenez que les gens soient en fait aux aguets pour justement dénoncer ce genre de situation. Maintenant, ce que je dis, justement parce que les gens sont inquiets, je l'ai tout à l'heure, parce qu'ils savent que si ce projet de loi passe à l'Assemblée nationale, ça va être voté non seulement pas parce que l'UNI a la majorité, mais aussi l'UNI a des députés indépendants
qui prennent souvent fait et cause pour lui. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons à la fin de ce numéro de l'invité. Je sais que vous avez des choses à dire, mais le temps est contre nous, malheureusement. Vous aurez le temps de faire un dernier tour, peut-être que vous allez profiter pour le dire. Donc, nous abordons cette dernière partie. Nous faisons un dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Honorable. Peut-être que vous allez continuer dans ce sens. Oui, je suis obligé de continuer dans ce sens pour dire que Germain Poul vient de le dire. Et lorsque ces députés, les députés actuels ont voté ont porté le nombre de députés de 91 à 113. L'opposition applaudit. Sauf qu'ils ont parlé de la répartition des sièges, tout ça. C'est ça c'est au gouvernement. Mais ce que je voudrais dire, par rapport aux discussions qui se font sur la place publique, toutes ces discussions-là, ces critiques-là, vont à l'encontre de la mouvance présidentielle ou la mouvance majoritaire. Mais ce que je ne comprends pas, par exemple, si, admettons que il y aura un changement de régime pour passer du régime présidentiel au régime parlementaire. Mais c'est l'opposition maintenant qui braque, c'est-à-dire qui fixe toutes les critiques là sur le parti au pouvoir. On croit que c'est pour quelqu'un qu'on fait ça, comme vous venez de le dire. Mais on ne se pose jamais la question de savoir si l'opposition n'a pas aussi un intérêt là-dedans. À supposer que c'est maintenant... Que la prochaine législature, l'opposition remporte. Bien sûr. S'il y a un régime parlementaire maintenant, et que c'est le Parlement, l'Assemblée nationale qui élit le Premier ministre, comme eux-mêmes ils le disent, que selon eux, qui consacrent tous les pouvoirs. Mais il suffit que l'opposition gagne les élections législatives pour qu'on ait une alternance. Et maintenant, les mêmes partis d'opposition qui crient sur tous les toits qu'ils vont gagner, qu'ils vont gagner ces élections législatives prochaines, critique encore un changement de régime qui pourrait leur donner l'occasion de venir au pouvoir. Merci beaucoup, c'est contradictoire au Togo. Merci beaucoup, honorable. On vous a compris, vous me le permettez, puisque le temps est contre nous. Honorable Beausoleil Hobeko, vous êtes député à l'Assemblée nationale, également président de l'association Togo pour tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Germain Poul, vos mots de fin. Mot de fin, je crois que on va souhaiter qu'il y ait beaucoup plus d'éclairage sur ce projet-là. Après que les gens se départissent de leur position, de leur posture trop politique pour voir qu'est-ce que le pays peut gagner et qu'il y ait vraiment des discussions qui permettent aux citoyens de voir les vrais fondements de cette réforme-là qui s'annonce. Après, et comme le disait l'honorable au Soleil tout à l'heure, il y a des élections qui s'annoncent. Si tant est que cette nouvelle réforme donne beaucoup plus de poids à l'Assemblée, c'est l'occasion de se battre aussi pour être plus présent. Donc au sein de l'Assemblée, après on reste dans une situation politique. Les constitutions se défendent selon que vous avez une majorité à l'Assemblée selon les mécanismes de modification. Et donc, je crois que ce qui se passe au Togo, on l'a vu au Bénin, on l'a vu un peu partout. Après, il faut se battre pour être installé et pour être présent sur le territoire et espérer avoir une majorité ou avoir une coalition qui peut former une majorité. Et c'est sur quoi moi j'inviterai les acteurs politiques, d'être sur le terrain, d'avoir une offre politique qui peut séduire les Togolais et les amener en masse à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais moi, je voulais juste dire que ce projet de révision de la constitution de la République togolaise est inopportun. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment. Ce dont on a besoin, ce dont les Togolais ont besoin, c'est d'arriver à subvenir convenablement à leurs besoins. Et depuis ces derniers jours, j'ai toujours dit ici que on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité au Togo. Donc c'est des problèmes sociaux sur lesquels les gens, les uns et les autres, doivent sérieusement se pencher.
Et le sujet, malheureusement, on s'en est écarté parce que l'institution, c'est que on voulait juste parler de l'unicité de l'opposition qui, justement, commence par se mobiliser pour faire bloc à cette loi-là. Et je pense que le moment est venu pour eux de s'entendre, en fait, sur un idéal, en fait. C'est-à-dire que ce projet de loi-là, lorsque ça va être voté, c'est l'avenir de la jeunesse togolaise qui en dépend parce qu'on va remettre tout à zéro, tout est à refaire. Et donc, quand c'est comme ça retarde le pays. Et je peux vous le dire comme ça, tout drôle. Merci. Donc, faisons un effort, c'est-à-dire que le gouvernement soit attentif, en fait, à la population togolaise et mettre une croix en fait sur cette loi. Merci beaucoup à vous. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Merci. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Fofogolo et Rebecca Vessou à la caméra. Merci à Klesson Pignang à la réalisation, à Prudence Makouhi, Gaston Afanou, Didier Awutondi à la diffusion. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.